Salut, c'est Odeos. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle analyse physique. Et dans cette vidéo, on va parler d'un appareil peu connu du grand public et pourtant essentiel à la prévision météo, les radiosondes. Une radiosonde, c'est un système embarqué qui a pour but de mesurer différentes valeurs de l'atmosphère, comme la température, l'humidité, la pression, la concentration d'ozone, etc. Le plus souvent, une radiosonde est donc fixée à un ballon météorologique, donc un ballon gonflé d'hélium ou d'hydrogène, et qui va permettre de faire monter en altitude ce système embarqué à une vitesse constante, ce qui permet de pouvoir créer un profil vertical de l'atmosphère à partir d'un point de lancement. En France, ce système est géré par Météo France, qui envoie depuis 5 endroits en France métropolitaine des ballons sondes. On a Brest, Trappes, à côté de Paris, Bordeaux, Nîmes et Ajaccio, donc en Corse. Il y en a aussi une qui part de Saint-Denis à La Réunion, et probablement à d'autres endroits. Et donc 2 fois par jour, Météo France lâche un ballon sonde, accompagné du coup d'une radiosonde, qui va faire son chemin, monter en altitude jusqu'à 30 km d'altitude, avant de retomber sur Terre au moment où le ballon explose. Et durant toute cette montée, Météo France peut collecter des informations puisque la radiosonde transmet en temps réel par radio toutes les mesures qu'elle fait. Mais ça pose un problème puisque cette radiosonde, la partie importante de la radiosonde, c'est durant son décollage puis potentiellement sa redescente. Une fois qu'elle est tombée au sol, Météo France n'a plus aucun intérêt, n'a plus aucun usage pour cette radiosonde, et la sonde reste au sol. Ce qui veut dire que 2 fois par jour, en France métropolitaine, 5 ballons sondes touchent le sol et restent au sol. Et donc aujourd'hui, on va s'intéresser à l'analyse physique du module électronique d'un ballon sonde. Donc l'avantage du fait qu'elle transmette en temps réel ces informations et en clair, c'est qu'on peut soi-même installer une antenne et un module récepteur pour recevoir tout ça, et il existe un réseau mondial de réception radioamateur qui s'appelle SondeHub et qui nous permet, par exemple, là j'ai pris une sonde au hasard, qui nous permet donc de savoir quelle est son altitude au cours du temps, quelle est sa température, sa tension, la pression. Donc on peut voir que, alors j'ai pas pris cette ballon sonde au hasard, on peut voir que ce ballon sonde est parti à 11h15 on va dire, et est retombé à 13h30, donc ça fait 2h15 de vol, ce qui est relativement long. Habituellement le vol dure entre 1h30 et 2h, mais surtout pendant très longtemps après on a pu la recevoir. Dans ce cas là, il s'agit de F4IOP Lure, qui l'a reçu jusqu'à la fin, puisque si on observe là ici la tension de la batterie, qui est en vert, on peut voir qu'on l'a reçu jusqu'à ce que la tension de la batterie chute, et donc que la sonde s'arrête. Ce qui fait quand même 6 heures d'autonomie, ce qui est largement suffisant donc pour un vol. Donc nous revoici sur mon moment de travail. Donc on a juste ici la radiosonde, la partie entièrement électronique, et on a là ici le parachute. Donc, je vais pas le dérouler, mais globalement c'est un parachute en tissu qui est très léger, puisque au moment où le ballon explose, le ballon sonde ne va pas juste tomber, il y a un parachute qui se déploie pour ralentir sa chute. Mais c'est pas ce qui nous intéresse nous aujourd'hui. Ce qui nous intéresse, c'est ça. Donc c'est une sonde qui est fabriquée par Météo Modem, et il s'agit de la sonde M20 qui est la plus répandue en France. C'est la deuxième version, puisqu'avant on avait la sonde M10. Et donc là on a même une explication de Météo France pour, en cas si on trouve la sonde, qu'est-ce qu'il faut faire pour la retourner. Donc on a là ici l'antenne qui permet la transmission qui dépasse. On a une LED ici et un bouton qui permet notamment d'allumer et d'éteindre la sonde. Dans mon cas, la sonde n'a plus du tout de batterie, donc il se passe absolument rien. On a tout au bout ici un capteur de température NTC, et caché derrière a l'air de ressembler à un capteur d'humidité. Donc un capteur d'humidité capacitif, il y a
membrane de carbone. C'est entièrement polystyrène pour le protéger des chutes et un petit peu de la chute de température, puisque quand elle monte, on atteint des températures qui sont vraiment très basses, hein, moins 50, en dessous de moins 50 degrés même. Donc il faut que la radiosonde puisse survivre à cette température. Donc là sur la première face, on a globalement la batterie. On a donc là ici tout un tas de points de contact de test. Donc on verra plus tard ce qu'il y a là. Là ici on a une puce, c'est une puce TL555N. Donc c'est une variante du circuit NE555N qui sert d'oscillateur. On verra après pourquoi il y a un oscillateur. Et là ici un logo qu'on peut facilement reconnaître, U-Blox, avec écrit M10M. Donc ça c'est le module qui s'occupe de la réception GPS avec l'antenne GPS qu'on peut retrouver juste ici. Donc c'est ce tout petit composant avec un U marqué dessus. Et c'est sur l'autre face qu'on va trouver la plupart des composants, avec évidemment le principal composant qui est un STM32L, donc la variante très basse consommation des STM32. On a donc au niveau de l'antenne une série de condensateurs et d'inductance pour le filtrage. Donc probablement là ici un amplificateur et là ici un composant analog device ADF qui est l'émetteur radio. Et il y a deux autres composants qui m'intriguent. On a ce composant là, on verra plus tard ce que c'est, et on a ce composant là qui a une toute petite surface de silicone qui est exposée. Donc à première vue ça ressemble à un capteur infrarouge. Donc je pense que ça doit servir à Météo France pour pouvoir programmer la fréquence d'émission et pouvoir aussi calibrer peut-être le capteur d'humidité. C'est souvent des capteurs qu'il faut calibrer. Et on a juste ici un transistor et deux résistances. Et ce transistor va directement à l'alimentation par ici. Et donc ces deux résistances-là relient globalement l'arrivée de tension à la masse et sont là simplement pour chauffer et donc empêcher que la carte descende trop bas en température, puisque plus on va baisser en température, plus il y a de risques que certains composants arrêtent de fonctionner correctement. Donc la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va enlever cette batterie. Donc c'est une batterie au lithium, mais ce n'est pas une batterie rechargeable. C'est une batterie au lithium. Ils ont la capacité d'avoir une très grande densité énergétique. Donc ça fait que même à très basse température, la batterie arrive quand même à fournir une certaine tension. On avait vu dans le schéma tout à l'heure, environ 2 volts quand on est à moins 50 degrés, qui est parfaitement acceptable. Et dès qu'on rechute en altitude, on récupère les 3 volts, et enfin, environ 3 volts, et continue à produire ces 3 volts de manière presque constante jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'énergie. Contrairement à une pile ou une batterie classique qui va se vider lentement avec le temps. Celle-là fournit pendant très longtemps la bonne tension, puis d'un coup, plus rien. Et donc la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va alimenter je vais alimenter avec mon alimentation externe le composant pour voir combien il consomme et qu'est-ce qu'il émet. Donc cette radiosonde est faite pour émettre sur 405 MHz. Donc on va se mettre, hop là, on va se mettre ici. Donc on va ignorer là ces deux pics qui sont des erreurs. Donc comme en fait là ici la nappe en fait elle subit une pression et donc c'est arraché là ici. Donc la radiosonde ne répond plus avec les boutons. Donc c'est pas grave, on va l'alimenter à la main en appuyant. On va alimenter à la main en appuyant manuellement sur les deux câbles. Donc là, on peut voir que sur 405.205, la sonde émet un signal de manière très régulière. Donc ce pic-là fait aussi partie du signal. Il y a un pic constant en plus. Et donc si on active là ici, par exemple, mon module radiosonde et qu'on choisit la radiosonde M20, on devrait être en capacité de pouvoir décoder le signal. Donc on peut voir là ici, est synchronisé, il mesure 19,6 degrés.
Donc il doit faire 17,6 degrés. Et par contre, là ici, les coordonnées GPS sont totalement fausses. Soit parce qu'il n'arrive pas à communiquer avec le circuit GPS, soit simplement parce que le GPS ne s'est pas synchronisé, qui est le plus probable. Par contre, la pression est nulle, ce qui n'est absolument pas normal. Et l'humidité, donc vu que la nappe est cassée, il est très probable que l'humidité ne fonctionne pas. Et donc c'est étonnant que le capteur de température qui soit tout en haut fonctionne, mais pas le capteur d'humidité. Et oui, si je touche le capteur de température, on voit bien la température qui augmente. Maintenant qu'on a vu qu'elle répondait bien, on va arrêter ça, on va arrêter de l'alimenter, et on va essayer de comprendre à quoi correspondent tous ces points de mesure qu'il y a ici. Donc ce que je vais faire, c'est que pour éviter d'abîmer plus cette nappe-là, qui est déjà dans un mauvais état, je vais prendre une autre radiosonde que j'ai, hop, celle-là, qui en fait n'a plus la nappe, la nappe a été complètement arrachée, que j'ai remplacée par un bouton d'alimentation et une LED, et auquel j'ai soudé tous ces connecteurs-là. Alors on va pas faire les mesures là-dessus, mais au moins ça nous permettrait, ça va nous permettre de savoir à quoi est relié chacun de ces pins. Parce que lui on peut le mettre à plat, sans que la nappe le dérange. Donc on a un premier connecteur là ici qui est vraiment très à part. Donc on a un connecteur là qui va directement sur le composant ici, sur le processeur. Un qui est probablement relié à la masse lui. Et un qui va, hop, de l'autre côté, qui va vers le capteur de tension de la batterie. Donc on va ignorer ces pins là. Par contre, il y a des pins là tout en haut. Pareil là ici il y a deux pins, mais ces deux pins ont l'air d'être en lien avec la résistance chauffante, donc on va les ignorer. Tous ces pins là, eux, sont directement reliés par un seul gros circuit à ça, donc c'est très probablement les pins qui permettent de programmer le STM32. Et on a ici 4 pins, ou 5, je sais pas dans quel ordre c'est, qui eux sont reliés au module GPS. Donc on va tenter d'accrocher un analyseur logique dessus pour voir qu'est-ce qui transmet. Donc ce qu'on a ici, c'est le noir et le blanc, c'est des masses. On va essayer de trouver une masse quelque part. Ça c'est une masse, donc on va le connecter là. Si ok, il va pas vouloir tenir, c'est pas grave. Alors pour des raisons de simplicité, on va sauter le gris. Normalement le gris c'est le premier câble, mais on va ignorer. Et on va faire du coup marron, rouge, orange, jaune, etc. Donc nous voilà. Lui, je vais le relier ici. Donc en fait là, il y a la trace en fait était carrée. Donc le carré signifie très souvent que c'est une masse. Et donc nous voilà dans Salae. On va pouvoir lancer la réception et allumer la sonde. Et donc la sonde, la sonde se remet à émettre. Et globalement, il ne se passe absolument rien sur le signal, sauf là ici, je vais arrêter la mesure, je pense qu'on a toutes les secondes, on a un gros bloc de données qui est transféré. Donc si on zoome dessus, ça ressemble pas à grand chose. Le plus probable, c'est que ce soit une transmission sérique. Donc on va zoomer dessus, on va aller chercher quel est le signal le plus court. Donc notre signal le plus court, c'est celui-là. Ce qui nous fait une fréquence de 960 Hz. Donc le plus proche c'est 9000, enfin le plus proche, l'un des multiples c'est 9600. Donc on va supposer qu'il s'agit d'une transmission à 9600 baud. Et donc là ici on va pouvoir dire que c'est notre channel 3 et qu'on transmet à 9600 baud. Et donc si on lance ça, on a de la data et aucune erreur. Donc c'est très probable que ce soit cette vitesse de transfert. On va zoomer autre part pour être sûr que à chaque fois les ronds tombent bien là où on veut. Donc là ça tombe bien, là ça tombe bien, et là ici ça tombe bien. Et on va pouvoir essayer de comprendre à quoi correspond cette data. Elle a l'air immonde, globalement. Est-ce qu'il y a un schéma qui se répète quelque part? Je ne vois pas de schéma qui se répète.
Il se peut que ce soit des données binaires, mais ça me paraît étrange. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va chercher d'autres valeurs possibles. Donc 38 400, c'est une valeur un peu standard. Là 30 400, ça marche pas, il y a une erreur. On va retenter de faire une mesure propre, juste pour être sûr que voilà. Ah, 38 400, c'est possible, 38 400. Non, il y a point d'exclamation. Donc 38 400, ce n'est pas le cas. On va pouvoir retenter avec, par exemple, 115 200. Donc là, ça marche pas du tout. Donc, au vu de ce qu'on a là, le plus probable, c'est que ce soit du 9600. Par contre, il faudrait réussir à comprendre à quoi ça correspond. Donc, on va sauvegarder ça pour l'instant. Et on verra plus tard dans la vidéo. Peut-être. On va l'éteindre. Quoique non. Pour l'instant, on va le laisser. Parce que j'aimerais vous parler d'autre chose. Dont j'ai parlé au début de la vidéo. Qui est ce composant-là. Qui est un oscillateur. Donc, pourquoi il y aurait un circuit qui est... Enfin, techniquement, c'est un comparateur de tension, mais on s'en sert comme oscillateur. Pourquoi il y a un oscillateur? Pour ça, il est temps de sortir l'oscilloscope. Donc on va aussi prendre une masse, là ici. Donc là ici, on va mettre mon oscilloscope en mode normal. Donc on a 1 volt par décimation là ici, et on a 10 microsecondes par décimation. Donc j'ai mis en mode normal avec un détecteur, de manière à ce que dès qu'il y a un signal qui apparaît sur le spectre, dès qu'il y a une image qui est dès qu'il y a un signal qui est transmis, le signal apparaîtra sur l'écran de l'oscilloscope. Et donc juste ici, on peut voir qu'on a un signal qui est généré et qui a une fréquence d'environ 6 kHz. On va le baisser et on va le ramener à un endroit correct. Voilà. Donc on a un signal qui est environ à 6 kHz. Et donc, à quoi sert ce signal? Il sert en réalité au capteur d'humidité. Alors comme le capteur d'humidité n'est pas correctement branché, je sais pas si on va s'en rendre compte. Si, en vrai on peut s'en rendre compte. Mais si j'augmente l'humidité du capteur, on peut voir que la fréquence chute. Et quand j'enlève mon doigt du capteur, la fréquence réaugmente. Et donc comme c'est un capteur capacitif, en fait, sa capacité ou alors sa résistance varie. Et le STM32 qui a été choisi n'a pas la capacité de mesurer un changement du coup de capacité ou un changement de résistance. Et donc, ce qu'a fait Météo Modem, c'est qu'ils ont mis un composant oscillateur et ils ont fait un circuit oscillateur qui prend donc un condensateur et une résistance. Et donc, vu que la capacité du capteur varie, ça fait varier la fréquence et on a la possibilité de mesurer par contre l'intervalle qu'il y a entre deux pics et donc déterminer la fréquence. C'est l'un des designs, l'un des très bons designs qu'a fait Météo Modem, je trouve, comme principe. Hop, lui je vais le reprotéger. Voilà. Donc globalement la carte est quand même très bien conçue, je trouve. Le capteur M10M, c'est le GPS M10M, c'est l'un des meilleurs GPS que propose u-blox, je pense, selon moi. Et donc de l'autre côté, après avoir retracé un petit peu, effectivement, ces pins là ici et ces pins là ici permettent de modifier le programme qui tourne sur le processeur. Donc je veux pas avancer, mais il est probable que bientôt je fasse soit des vidéos, soit des lives où on essaye de reprogrammer une radiosonde simplement pour s'amuser. Donc c'est tout pour aujourd'hui. J'espère vous avoir fait découvrir et apprendre des choses. Que je trouve le domaine de la radiosonde très intéressant. Et peu de gens connaissent le fait que Météo France fasse ça. Donc je vous invite à rejoindre mon serveur Discord pour être informé de tout ça. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Eodaos. Bye bye. With